Storybox Audio. Storybox Audio. Hello chers amis, bienvenue dans le show, notre conversation spéciale avec un invité spécial qui fait partie des pionniers du mouvement hip-hop au Gabon. Avant de vous le présenter, j'aimerais simplement vous dire, n'oubliez surtout pas de vous procurer mes deux livres. Le premier intitulé La beauté et les dangers des relations, découvrez comment les relations affectent votre vie et comment vous pouvez tirer profit. Et le deuxième, le leadership personnel expliqué à tout le monde. Si vous êtes à Libreville, contactez le 0116 33 67 111. Et si vous êtes partout ailleurs, n'hésitez surtout pas à aller sur le site Église Shop qui est en description de la vidéo. Alors, je suis avec tonton Franck Baponga. Comme je le disais, c'est l'un des pionniers du mouvement hip-hop au Gabon. Bienvenue dans le show. Ah, merci tonton Claude. Merci. Ça fait plaisir d'être là. En tout cas, on aura une magnifique conversation de la musique à l'entrepreneuriat. Si vous êtes un artiste, un musicien, comment transiter de la musique à l'entrepreneuriat? Comment vivre de son art dans notre environnement? Écoutez, avant d'aborder ces questions, j'ai une question particulière et qui m'est chère vu le contexte dans lequel nous sommes, mais ça n'a rien à voir avec, avec la politique. Peut-être éclairer celles qui nous regardent et avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir, est-ce que ta nomination au ministère de la Culture était simplement le résultat de la politique ou c'est à cause de ton travail que tu as abattu toutes ces dernières années et tout ce que tu fais pour la musique? Je pense que celui qui a fait en sorte que je sois nommé a d'abord tenu compte du fait que je faisais partie de la maison bien avant lui. Donc je suis au ministère de la Culture depuis 2011. J'arrive des Affaires étrangères et donc j'ai travaillé au ministère de la Culture, d'abord à la direction de la culture. J'ai déjà été à la programmation de la fête des cultures en 2013-2014, je crois, donc de deux fêtes des cultures. Donc j'ai une certaine expérience au niveau de la culture, mais en dehors de tout ça, dans tout ce qui est business culturel, parce que le business culturel existe vraiment, j'ai monté des choses visibles et palpables. Ma marque de vêtements, ma structure de communication. Je suis autodidacte, je suis réalisateur vidéo, j'ai deux associations, j'ai mon propre festival, j'ai une multitude de choses qui vont très vite me porter au rang de, pas seulement au ministère de la Culture, pas seulement agent du ministère de la Culture, mais aussi comme une personne ressource. Ça veut dire que c'est comme si une référence au ministère de la Culture. Ça veut dire que quand on avait besoin de certaines choses, j'étais la personne qu'il fallait, qualifiée, n'est-ce pas? Donc, pendant toutes ces années de 2010 à 2000, jusqu'à ma nomination, j'ai fait plein de choses, des formations, comme dit, des festivals, des ateliers, j'ai monté des business, j'ai aidé des amis à monter des business, j'ai aidé des amis à monter des associations. En 2019, j'ai été élu président du premier incubateur culturel de la sous-région, Iboga Think Tank, justement par rapport à tout ce que je faisais. Il y avait une cinquantaine d'acteurs culturels qui ont reçu la même formation que moi
lorsque l'Union européenne et l'Institut français voulaient monter un incubateur culturel au Gabon, think tank incubateur culturel. Et après la formation, il fallait avoir un président. Et j'ai été choisi à l'unanimité comme président. Donc j'ai porté des projets. J'ai porté des projets pendant toutes ces années. Et donc, lorsque l'ancien ministre Mac Samuel Ogbandjogo a d'abord été ministre délégué, puis ministre plein, je pense que à ce poste, c'était évident. C'était évident. Quand tu choisis toi. Voilà, c'était évident. C'était évident. Moi, quand je suis arrivé, dès que j'ai été nommé, j'ai reçu un appel d'un grand frère d'un oncle même, d'un père, avec qui je travaille beaucoup, qui n'est autre que M. Marcel Diabio. Il m'a dit avant même de prendre tes fonctions, essaye de regarder tes missions. Et j'ai dit comment je fais pour les avoir, il me les a envoyées. Et quand j'ai vu mes missions, j'ai fait le transfert à ma femme et elle m'a envoyé un emoji qui pleure en fait. Parce que sur les missions que j'ai à ma direction, c'est ce que je fais depuis 2009. C'est exactement ce que je fais depuis 2009. C'est tout ce que je fais depuis 2009. Ça veut dire structurer le secteur culturel, le rendre viable, l'organiser, amener à une meilleure gestion, développer les personnes, travailler sur le capital humain. Voilà. Donc, c'est exactement ce que j'ai toujours fait. Donc, je suis un peu comme un poisson dans l'eau. Donc, c'est plus un travail pour moi. Voilà. Pour moi, c'est plus un travail, c'est juste... voilà, c'est Dieu qui fait ces choses. Wow. Ok, d'accord. Donc, on comprend que c'est à cause de tes compétences que tu as été sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Il faut bien préciser. Voilà. Mais c'est à cause de mes compétences sur le terrain. Tout ce qui est, comme je dis, palpable, tout ce qui peut être mesuré, sont mes compétences sur le terrain. Et d'abord, je suis aussi directeur artistique, d'accord. Donc, en tant que DA sur plusieurs autres concerts aujourd'hui, certains promoteurs de concerts, avant que je ne sois nommé, venaient vers moi justement pour que je pilote les projets. Voilà. Donc je fais à Port-Gentil, je le fais à Mouila, je le fais un peu partout. Et donc voilà, c'est un costard sur mesure. Wow. Bah donc vous avez compris que ce n'était pas simplement une nomination politique, mais à cause de ses compétences sur le terrain qu'on a amené à le nommer. Parce que c'est un poste technique. Ce n'est pas la direction des arts du spectacle ce n'est pas que de l'administration. Voilà. L'administration, on va dire à 30%. 30%. Mais 70%, il faut le terrain. Il faut la connaissance du terrain. Il faut la maîtrise du terrain. Il faut la maîtrise de l'environnement. Et surtout, comprendre que les choses bougent et évoluent et anticiper sur les prochaines vagues. Donc, c'est ça. Alors, on va avancer. Est-ce que tu comprends la colère de certains Gabonais, certains internautes, je précise, on va pas généraliser, qui signalent les pages d'autres artistes, etc. Est-ce que tu comprends cette colère? Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'à un moment donné, la société, à un moment donné, va mériter ce qu'elle a. D'accord? Donc, on ne vient pas au monde frustré. On ne vient pas au monde en colère. On ne se lève pas un matin comme ça et puis... non, ça part de cause à effet. Donc, si les gens vont dans un sens, c'est bien parce qu'il y a eu quelque chose avant qu'ils prennent ce chemin-là. Donc, c'est compréhensible. Ça se comprend. Ça se comprend et pour moi, ils ne sont même pas condamnables. Donc, c'est juste que moi, je demande souvent de faire attention aux manipulations. Je demande souvent de faire attention aux mouvements de masse. Parce que récemment, on a perdu un compatriote. Parce que la masse pensait qu'il était un voleur d'enfants. À dire que ce n'était qu'un enfant qui venait chercher un parent qui venait chercher ses enfants
à l'école. Mais parce qu'il y a eu une vague d'enlèvement, parce qu'il y a eu une... voilà, donc très souvent, il y a des innocents qui vont périr, avec les mouvements de masse. Parce que la masse, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui va créer ce mouvement de masse. Et puis, les victimes, souvent, sont innocentes. Ouais. Ouais. Donc, lorsqu'il y a un raz-de-marée, le raz-de-marée ne choisit pas ce qui va détruire. Un raz-de-marée, c'est un raz-de-marée, un tsunami, c'est un tsunami. Après, on ne sait pas qui est innocent, on ne sait pas qui est... Voilà, donc c'est ça le problème. Ben, il faut moins prendre il faut moins prendre le temps de bien juger avant de mener ce genre d'action. Parce que pour un artiste, une page avec je ne sais pas combien de millions d'abonnés, c'est quand même une plateforme qu'elle a construite depuis de nombreuses années. Et donc la perte du jour au lendemain aurait un coup sur sa carrière. Bon, je pense que sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est digital, je ne pense pas qu'on va perdre une page aussi facilement. Je pense qu'on peut faire un recours, je pense qu'on peut arriver après un certain moment à la récupérer. Je pense qu'on peut la désactiver volontairement lorsqu'on sent que ça ne va pas. Voilà, donc il y a toujours un moyen d'outrepasser ce qui peut nous arriver. Mais la colère, il faut quand même la comprendre et il faut la retenir. Il faut la comprendre et il faut la retenir. Alors, ça fait combien d'années que tu es dans la musique déjà? Officiellement ou officieusement? Les deux. Moi, je suis dans la musique d'abord en tant que danseur depuis 89, je crois que j'avais 11 ans. D'abord, donc depuis très petit, j'avais pour ambition de devenir chorégraphe professionnel. Je voulais être chorégraphe professionnel. Et puis après, lorsque j'ai vu que je pouvais aussi extérioriser ce que j'avais comme souci, extérioriser ce que j'avais comme problème, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai entendu les Américains, je dansais sur du rap américain, j'ai entendu le rap en français, de Rap Attitude, la première cassette que j'ai reçue. Et puis, il y a eu les rappeurs de la côte ouest, des Gabonais qui rappaient. Je me suis dit, si c'est possible, on y va. Possible, on y va. Donc, voilà, j'ai écrit mes premiers textes, poussé par une grande sœur du quartier, paix à son âme, Isabelle Ntoutoum. Celle qui me poussait un peu. J'étais son bon petit frère, donc celle qui t'encourageait, qui te motivait. Voilà. Et donc, comme j'avais un groupe de danse, dans mon groupe de danse, j'ai proposé à un gars qui dansait avec moi de passer l'étape. On a subi des moqueries, d'autres danseurs aussi, parce que les gars, arrêtez, ça ne va pas aller loin, mais bon. On a tenu le coup, puis j'ai tenu le coup. Je suis passé de mon premier groupe de rap, Bioforce, à plusieurs autres, et puis de freestyle en freestyle, parce qu'avant, on ne se gênait pas, on n'attendait pas les concerts, on n'attendait pas forcément les gros spectacles pour rapper. Nous, on rappait dans les coins de rue, à la sortie du cinéma, on rappait à la sortie de boom, comme on disait à l'époque, donc de block party. À chaque fois qu'il y avait une occasion, on se mettait à rapper. Puis il y a eu les concours de rap. Avant, il y avait beaucoup de concours de rap. J'en ai gagné plein, surtout en 1993. J'en ai gagné plein. J'ai fait mon premier voyage à Port-Gentil. Mes aventures, j'ai été abandonné là-bas. Parce que ça s'est mal passé. Je suis rentré. Et puis après, chemin faisant, j'ai croisé le Balloon Gang qui m'a présenté au frère de Raboun. Et puis c'est là que la grande aventure a commencé. Waouh. De l'ombre à la lumière, comment tu fais pour arriver au sommet? Déjà, il y a eu 10 ans. Il y a eu 10 ans de 89 à 99, il y a eu 10 ans dans l'ombre. De 89 à 99, c'était justement les années lycée, les années collège, lycée. Donc on faisait ça, concours de rap. Et puis en 99, premier contrat pour justement rentrer en studio avec le Raboun. Premier contrat avec un vrai sponsor derrière. Après, j'ai pas fait tout ça pour être sous les projecteurs. Vraiment, comme je l'ai dit sur une de mes chansons, c'était ma thérapie à moi. En fait, j'étais quelqu'un ado de très effacé, de très renfermé, de très seul, parce que moi c'était Monsieur Solitude, hein. Très seul, très renfermé, très replié sur moi. Toi, voilà. Donc la musique, c'est juste la musique qui m'a permis de devenir un homme, de devenir quelqu'un, de devenir
de marcher droit, d'être fier de moi. Parce que souvent, la vie, les coups bas de la vie, la perte des parents, le fait d'être orphelin, tu as une voix qui essaie de te faire croire que tu n'es rien, tu seras rien, voilà. Et pour moi, la musique, c'est quand je rappais plus fort que cette voix qui me disait que j'étais rien. Voilà, quand je rappais, j'avais le ton plus haut que cette voix qui me disait que je n'étais rien. Voilà, donc c'était vraiment ma thérapie. Ça m'a sorti de la solitude, ça m'a sorti du fait d'être un enfant toujours dans la déprime. Voilà, donc ça m'a sorti un peu de tout ça. C'était ça le plus important pour moi. Et rendre les parents fiers aussi. Rendre les parents fiers. Et tu crois qu'ils sont fiers de toi? Ah oui, moi, ma tante, ma mère, parce que c'est ma tante à l'origine, ma mère, aujourd'hui, ouais, elle est très contente. Alors, est-ce que c'est à cause de l'argent que tu as amassé tout au long de ta carrière, ou est-ce que c'est le fait de voir que tu as accompli, tu as poursuivi ton rêve? Pourquoi est-elle fière, si tu peux répondre à cette question? Tu sais, ce qui va rendre une maman fière, c'est de voir son fils vivre pleinement sa vie, avec ou sans argent. C'est pas l'argent qui rend tes parents fiers. Ça va être un peu cupide de voir l'argent rendre des gens fiers. Quand on sait que l'argent, ce n'est pas une valeur qu'on va inculquer. D'abord, on va inculquer le mérite avant l'argent. Et l'argent va arriver parce qu'on le mérite. Donc, il faut inculquer les vraies valeurs. Et moi, je pense que ma mère est fière de moi parce que j'ai réussi avec les valeurs qu'elle a su me donner. Qu'elle t'a inculqué. Voilà. Donc, j'ai gardé ces valeurs et avec ces valeurs, j'ai avancé. Moi, ma mère, elle est caissière à la base. Elle est caissière de magasin. Donc, on a l'âme du commerce chez nous. Donc, pour moi, me lancer dans le commerce, c'est pas anodin. Et même quand je suis devenu celui que j'ai été, Baponga, Eben, les tournées internationales, moi, quand il fallait, avec les gars, coller des affiches, j'étais dans la rue aussi, je collais les affiches aussi. Tu vois? Ça veut dire que je n'ai pas fait les choses, c'était pas dans mon éducation. Ça veut dire que je ne cherche pas l'argent. Mais je travaille tellement que l'argent va me poursuivre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi, je travaille tout le temps. Je travaille sans arrêt. Je réfléchis tout le temps. J'anticipe tout le temps. Donc, ça rend mes parents fiers. Ça rend un parent fier. De voir quelqu'un qui travaille sans relâche. Et même quand l'argent ne vient pas, tu travailles tellement que tu sais que Dieu va te récompenser. Parce que ce n'est pas possible d'être tout le temps au travail comme ça, de tout le temps créer, de tout le temps proposer quelque chose. Tout le temps, tu proposes. Comme quand je suis passé par le séminaire Saint-Jean en 6e, à des moments, le père Henri, qui était directeur du séminaire à l'époque, lorsqu'il arrivait, il nous trouvait assis, à glander. Qu'est-ce que vous faites les enfants? Rien. Il disait non, c'est pas possible. Un humain ne peut pas rester sans rien faire. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Et moi, j'ai grandi avec ces valeurs. Et voilà ce qui rend mes parents fiers. Moi, ma mère, allô? Quand ma mère m'appelle, allô, ça va? Oui. Tu es où? Au travail. Souvent, elle me demandait quel travail. Parce qu'elle sait que j'en ai. Elle sait que j'en ai 1000. Elle sait que j'en ai 1000. Donc voilà, moi, je suis comme ça. C'est comme ça. Tout le temps, c'est l'esprit carnivore. Mon deuxième album s'appelle Carnivore. Parce que carnivore, c'est s'adapter. Carnivore, c'est le fait que dans la vie, il y a toujours eu un chasseur, un chassé. Et donc, le chasseur, pour se nourrir, a besoin de s'adapter au terrain, changement de climat. Souvent, le chassé, lui aussi, va changer de technique pour pouvoir survivre. Mais maintenant, le carnivore, lui, va adapter ses techniques à chaque fois pour pouvoir continuer à manger, en fait. Donc, c'est ça, le carnivore. C'est cette vie de toujours. Aujourd'hui, je te suis fier, je vois 2 livres. Et il y a 10 ans, tu étais peut-être avant, tu étais dans autre chose. Et c'est un peu la même chose. Ouais, voilà. On s'adapte, on avance. Et surtout, en portant les valeurs. Parce que c'est aujourd'hui les valeurs du royaume. Voilà. Aujourd'hui, on porte d'autres valeurs depuis quelques années. Et justement, c'est ce qui rend fier quand on parle de valeurs. Et lorsqu'on veut une grande nation,
on va s'appuyer sur des Sur valeurs. des valeurs. Ouais. Alors pourquoi je pose cette question? Parce que je sais qu'on vit dans un environnement où tout de suite, lorsqu'on a une passion, les parents peuvent être réticents à accompagner l'enfant. Au Gabon, je ne sais pas combien de personnes vivent véritablement de leur art. Et donc, il y a des parents qui peuvent, au départ, être réticents et dire non, la musique ne paye pas au Gabon, fais autre chose, deviens avocat, deviens poéticien, comme on aime la politique au Gabon, mais fais autre chose, surtout pas ta passion. Et c'est pour ça que j'ai demandé si c'était le fait que d'avoir les moyens ou le voir combien de fois tu as été endurant, persévérant dans le fait d'accomplir ton rêve de devenir rappeur. Mais je comprends effectivement le côté... Quand au début, les parents vont s'opposer à ce que tu fais. Et c'est normal. Parce que le parent va penser que tu le fais comme un hobby. Ouais. Après, tu voudras passer à autre chose. Et donc, le temps que tu vas le faire comme juste pour t'amuser, tu vas en perdre du temps. Ouais. D'accord? Et souvent, les parents vont s'y opposer parce que justement, on ne veut pas cette perte de temps. Mais quand tu as un enfant comme moi, qui passe 4 heures par après-midi à s'entraîner à la maison, tous les jours, tu vas t'y opposer et puis à un moment, tu vas te dire que le gars là, il est sérieux. Et en plus, il n'est pas mauvais. Et en plus, il commence à ramener des trophées. Et en plus, à un moment donné, moi, c'est ma mère qui me déposait. Bon, attends, est-ce que tu ramenais seulement les trophées ou est-ce que tu commençais quand même à ramener un peu d'argent à la maison? Non, les trophées d'abord. Que des trophées? Les trophées d'abord. Ah, ben, à l'époque, les trophées. Moi, je parle de lycée, de ceci. On gagnait des trophées, on gagnait des concours, on avait les premiers prix. Le premier prix, c'est quoi? C'est 50 000 francs. 50 000 francs, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, souvent, on est 3. Voilà, mais c'est le fait d'être tout le temps classé très, très haut, à chaque fois. D'être parmi les meilleurs. Voilà, très, très Qu'elle a haut. été convaincue de... En fait, elle n'est pas convaincue du fait que je sois classé très très haut souvent, que je ramène, mais c'est l'acharnement avec le... Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'as pas un enfant qui disparaît. Tu as un enfant qui travaille à la maison, qui travaille devant toi, qui travaille tous les jours, qui travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu sais qu'avec ce niveau, moi, ma mère, elle est partie à la retraite en 2000. Raboun explose à peine en 2000. Ah non, Raboun, ça va. Raboun, ça marche. Elle part à la retraite en 2000, mais elle part du Gabon en 2002. Et en 2002, je vais amorcer ma carrière solo. Et quand elle part, elle m'a donné 300 000. C'est mon budget de démarrage. Mon premier capital. Solo, pour ma carrière solo. Elle m'a donné 300 000. Parce qu'elle était à la retraite. Elle partait avec sa fille, en fait. Sa fille, ma soeur aînée, partait en Angleterre. D'accord? Elle travaillait en Angleterre avec son mari. Et ma mère partait avec. Donc moi, je suis resté tout seul ici. Et imagine une mère qui part, te laisse tout seul. Et qui laisse son fils tout seul. Elle dit, bon, tu as besoin d'argent peut-être pour faire un clip, je ne sais pas. Je te laisse 300 000. Fais-en bon usage. C'est avec ces 300 000 que j'ai fait le premier clip de Y'a quoi Les choses de Frankie. Laisse. Wow. Voilà, donc tu vois, j'aurais pu faire autre chose avec ces 300 000. J'aurais pu m'amuser avec mes potes, j'aurais pu. Voilà. Et elle est partie, quand elle est partie, je l'ai revue, on va dire quoi, 10 ans après. Et quand elle n'était pas là, pendant qu'elle était en Angleterre, elle a appris que j'ai gagné les Cora, que j'ai gagné ceci, que j'ai gagné cela, que j'ai commencé à tourner, que j'étais à Paris, que j'étais ceci. Je crois que on s'est recroisés une fois à Paris, des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Quand tu as laissé à ton enfant en partant 300 000 francs, et qu'après il est en Afrique du Sud, c'est un peu tout ça. Donc, tu vois, c'est pas tant le fait de gagner de l'argent, c'est le fait de vivre pleinement ta passion. C'est vrai, on a pour habitude de voir, c'est ce que le monde veut nous montrer. Les grandes richesses dans le monde du divertissement, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna,
Mais combien font de la musique aux États-Unis et qu'on ne connaît pas? Ouais, ils sont des Et qui milliers. vivent décemment, ouais. qui emmènent leurs enfants à l'école. Tu vois ce que je veux dire? C'est un côté du divertissement que les gens ignorent peut-être. Mais il y a des gens, chanteurs de gospel, hommes de théâtre, peintres, sculpteurs, artistes chanteurs, même en Afrique du Sud, il y en a. D'accord? C'est vrai que le monde du divertissement nous montre que des grands noms, Mais c'est comme au football en France, il n'y a pas que Mbappé. D'accord? Il y a je ne sais pas combien de licenciés, ça veut dire combien de footballeurs français ont de licences professionnelles et qui vivent décemment. C'est ce que je veux dire. Donc, mais le monde du divertissement va nous montrer que Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi, pourtant ils sont... Voilà. Donc, c'est pour te dire que lorsque ton parent est fier de toi, il ne sera pas fier parce que tu es la plus grande star du monde. Si, ça peut rendre fier. Mais déjà, si tu arrives à faire ce que tu as toujours voulu faire, c'est ce que mon défunt grand frère me disait. Si tu veux être cordonnier, il faut être un excellent cordonnier. Ouais, fais-le bien. Tu veux être un plombier, il faut être un excellent plombier. Et moi, j'ai grandi avec des valeurs comme ça. Très vite, on a su investir. D'abord, c'est comme ça qu'on a produit notre premier album. On a fait un prêt. On a investi dans tout ce qui est production, communication, on va dire quoi? Quand on parle de production, c'est studio. Quand on parle de communication, c'est non seulement les vidéos, mais après la promotion, voilà, et la distribution. Donc tout ce qui est CD, cassette et tout ça. Et après, on a même pu aller sur des produits dérivés. Donc tout ce qui est t-shirt, voilà. Maintenant, il fallait apprendre à récupérer de l'argent sur tout ça. Et ça, c'était un vrai travail. Ça, on a travaillé à plein temps. On a réussi à rembourser le prêt qu'on a pris sur 1 an. D'accord? 1 an après, on a pu rembourser ce premier prêt. Et puis après, on a commencé à rentrer dans notre bénéfice. Et avec Raboun, donc on était organisé. En fait, l'organisation faisait en sorte que c'est Raboun qui paye, c'est la production de Raboun qui paye les factures. On était tous dans la même maison. C'est Raboun qui paye le loyer. Waouh! Oui, organisé. Et là, on est en 99, 2000, 2001. Vraiment, vraiment organisé. Mais serré, mais discipliné. Après, on n'était pas dans des folies aussi. Hein. On était très, très, très discipliné. Très, très discipliné. Par exemple, pour rembourser un crédit, les premiers cachets, on ne touche rien. Exemple, on ne touchait que des miettes. Parce que dès que le cachet rentre, il faut tout de suite répartir. Il faut répartir. Non seulement il faut rembourser le crédit, mais il faut continuer de produire, il faut continuer de distribuer, il faut continuer, et voilà. Et tout ça, on avait déjà à cette époque, on avait déjà des réunions comptables, où on avait des réunions justement où on avait tout ça sur des documents, sur des dossiers physiques, et on regardait notre compta, on regardait les entrées, on regardait les sorties, on contrôlait tout ça. Ce qui fait qu'on pouvait investir sur des tournées. On a investi sur notre propre tournée nationale. Quand on part en tournée nationale, c'est Raboun qui produit la tournée. C'est pas quelqu'un qui nous emmène gauche, droite, non. C'est vrai qu'on avait des dates, on avait des promoteurs à Port-Gentil, tout ça, mais lorsqu'on a voulu organiser notre propre concert, ça s'est fait sous fonds propres. Donc déjà à partir de ce moment, j'ai pour coutume de dire, Raboun c'était mon lycée technique. C'était mon lycée technique. Donc là déjà on est en apprentissage. Et puis après il y a la signature Eben. Et j'ai coutume de dire, Eben c'était mon université. Parce que là-bas, avec M. Eric Benke, c'est un autre niveau. On apprend un autre niveau de gestion. On apprend, lui c'est un homme d'affaires hors pair. Voilà, le positionnement, le placement de produits, tout ça j'ai appris ça avec lui. D'accord. Et donc là, on arrive à avoir des contrats avec des marques, des contrats de brand ambassadeur. Ça veut dire qu'on ne gagne plus de l'argent que de cachets de prestations. En faisant de la publicité de notre marque et tout. Voilà. C'est ça l'argent de la musique en fait. L'argent de la musique, au départ, ça va être difficile parce que tu vas investir de l'argent et tu vas beaucoup investir dans ce qui est promotion, communication. C'est ce qui coûte le plus cher dans notre secteur. Mais après, pour récupérer tout ça, il ne faut pas compter que sur la vente d'albums. Avec 2 millions d'habitants à l'époque, on vendait en physique, ce n'était pas évident. D'accord. Aujourd'hui, avec le digital, avec le numérique, tu peux vendre partout. Mais à notre époque, c'était là.
Tu comptes 2 millions d'habitants, même dans 2 millions d'habitants, il y en a combien qui consomment, il y en a combien qui écoutent de la musique rap et combien vont acheter du rap, donc c'était pas évident. Mais on gagnait beaucoup d'argent sur les tournées, sur les spectacles, sur les concerts, mais encore mieux lorsque justement on a commencé à avoir du placement de produits, à représenter les marques. Là, c'était vraiment bien. Alors, est-ce que, une question à deux volets, est-ce que tu te considères comme étant riche? Et autre chose, est-ce que tu gères bien l'argent que tu t'es amassé tout au long de ces années? Il y a toujours plus riche que toi. Ton salaire, ça peut être la dîme de quelqu'un. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le jargon, essaie de faire de manière terre à terre pour que en fait, j'ai souvent les spectateurs comprennent. J'ai souvent vu des artistes ou certaines personnes frimer avec des paquets d'argent. Et si tu fais allô avec un paquet de 3-4 millions, c'est ce qu'un donateur peut donner à l'église le dimanche. Ah. Voilà, donc voilà pourquoi mes valeurs ne sont pas portées sur l'argent. Sur l'argent. Voilà, non. Mais moi, aujourd'hui encore, il m'arrive de faire des choses gratuitement. Donc, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire la mission qu'on m'a donnée. Je dis aujourd'hui parce qu'avant, j'étais intéressé par autre chose. J'avais une autre motivation. Avant, je voulais voir mon nom sur les livres d'histoire. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Je voulais laisser quelque chose. Comme aujourd'hui, le King est parti, Biko Sekondo, il nous a laissé un héritage. Et moi, j'ai jamais travaillé pour être le meilleur artiste. J'ai jamais travaillé pour être le plus grand, le plus fort. Moi, je voulais laisser quelque chose. Je veux laisser un legs, je veux laisser un héritage. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et donc, pour ça, j'allais en pèlerinage. Même avant d'accepter Christ, j'allais en pèlerinage. Quand je parle de pèlerinage, c'est aller faire des formations gratuitement. Aller à l'intérieur du pays, donner des formations gratuitement. Lorsqu'on a besoin de toi pour faire des dons, tu donnes de ta personne, tu donnes de ton temps. Même si ce n'est pas payé, même si ce n'est pas rémunéré. Mais c'est ça. Moi, ce sont mes valeurs. C'est comme ça que je suis. D'accord. Après, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, ma femme et moi, c'est encore pour laisser aux enfants. Ce n'est pas pour nous. Parce qu'en tant que père aujourd'hui, avec les enfants qui grandissent, tu essayes de te battre pour qu'ils ne connaissent pas les mêmes galères que toi. D'accord. Tu te dis non, ils vont pas trimer comme moi. Donc aujourd'hui, on se bat plutôt dans ce sens. Lorsqu'on parle d'argent, d'investissement, d'entrée, on veut monter des structures, on aimerait que, un peu comme des grandes enseignes de ce monde, les enfants aillent à l'université, quand ils sortent de l'université, ils viennent travailler pour le business familial. Ils continuent de faire monter les voies, ils continuent de développer. Pourquoi pas se retrouver dans plusieurs autres pays. Donc le combat il est là. Le combat il est là. Mais celui qui prend l'argent comme source de motivation, le jour où ça ne rentre pas, il se perd. Le jour où il a une période à vide, il se perd. Une crise. Il a une crise, il se perd, il va se pendre, il va chercher à se suicider. C'est comme un poisson que tu sors de l'eau. Tandis que tes valeurs, elles ne t'abandonnent jamais. Tes valeurs sont avec toi, elles sont là au fond de toi. Et depuis que j'ai accepté Christ, c'est pire. D'accord? Parce que je connais mon identité, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais que ça, c'est une enveloppe. Donc, imperturbable par tout ce qui est bruit, tout ce qui est externe, tout ce qui est physique, c'est plus intéressant pour moi. Aujourd'hui, on va se baser sur l'essentiel. Et même quand chez nous, on nous demande d'être des témoins, c'est justement encore, on parle d'héritage. Encore, on parle d'héritage, on parle de progression, on parle d'ascension, on parle d'extension. Et quand on parle d'extension, on va se battre justement pour que le royaume soit de plus en plus répandu sur la terre. Voilà. Donc, c'est encore des valeurs. La vie, comprendre la vie, c'est marcher sur des valeurs. Et pas sur les artifices. Parce que tout le reste n'est qu'artifice.
Tout le reste n'est que substance que nous pouvons utiliser de temps à autre. Voilà. Alors, est-ce que tout à l'heure, tu parlais de rentrer dans l'histoire? Après, c'est peut-être à d'autres personnes de le dire ou pas. Mais lorsque je faisais des recherches sur toi, j'ai vu que c'était bien marqué l'un des piliers du mouvement du hip-hop. Est-ce que tu considères que tu es rentré dans l'histoire? Non, pas encore. Pourquoi? Non, pas encore. Tu es encore... J'ai pas... j'ai pas atteint mon but. Pas atteint mon but. C'est pas que j'ai pas atteint mon but. J'ai pas atteint le but. Si j'étais encore du monde, j'aurais pu te dire oui, peut-être. Mais maintenant que j'ai traversé, maintenant que j'ai accepté Christ, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que le challenge est plus grand. Le challenge est plus grand. Maintenant, il faut impacter la sphère. Il faut impacter la sphère. Et je sens que je ne suis qu'au début, en fait. Je suis au bas de la montagne. Et donc, maintenant, je dois attaquer. Plus discipliné, plus correct. Parce que justement, je dois être témoin conquérant. Donc, pour moi, c'est le début. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle vie qui a commencé. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Parce que je sais que tu es citoyen du royaume, tu as donné ta vie à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon épouse. Et comment le dire avec des mots simples? Je n'arrive pas à parler simplement, c'est un peu difficile pour moi. Alors, est-ce que... Elle avait ça comme mission, en fait. J'ai l'impression qu'elle avait ça comme mission. C'est comme si, depuis sa naissance, on lui a dit, tu vois, ce gars, tu vas tout faire pour qu'il vienne à Christ. Pour qu'il vienne à Christ. C'était un acharnement. Elle était sur moi, mais c'était pas possible. C'était invivable. J'ai tout fait pour esquiver ça, mais... Mais alors, est-ce que... Voilà. On comprend que les femmes, lorsqu'elles veulent que... C'était fort, mon frère. Des fois, tu rentres dans la chambre, ça prie au salon, ça prie. C'était fort. Mais est-ce que ta conversion est partie du fait que tu étais insatisfait de la vie que tu menais, tu t'es dit, il faut que j'essaie ça? Non, par contre, ça a retardé ma conversion. Je t'explique. Parce que dans certaines églises au Gabon, quand tu y allais, tu trouvais les gens avec beaucoup de problèmes. Les gens cherchaient le mariage, on cherchait le travail, on cherchait l'argent, on cherchait les biens de ce monde. Et bon, moi quand je suis arrivé à l'église, je suis venu chercher quoi en fait? Ça veut dire, dans les premières églises où j'allais... Tu avais du mal à te retrouver? Lui pleure le mariage, j'ai un gars à côté de toi, une go qui pleure le mariage, le gars à côté cherche le travail, l'autre cherche le... Bon, moi, le travail, on m'a appris à créer le travail. On ne m'a pas appris à chercher le travail. On m'a appris à le créer. Moi, j'ai une autre façon de penser, moi. D'accord? Moi, on m'a appris à créer le travail. On m'a appris à créer l'emploi. Bon, pas l'emploi, mais créer le travail. Créer le travail. Si j'ai besoin de manger, je crée. Si j'ai besoin d'argent, je crée. C'est comme ça qu'on m'a appris. C'est comme ça que je me définis. D'accord? Et je trouve, à côté de moi, dans l'assemblée, il y a des gens qui cherchent le travail. Je n'ai pas compris ça. Jusqu'à présent, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu vois? Parce que la société, justement, le monde, nous a appris à nous enchaîner nous-mêmes, à un système... À faire des CV, à les déposer, à aller chercher le travail. Voilà. Mais pas à se développer de façon autonome. Pourtant, la vie peut compter plein d'autodidactes. Mais comme on est habitué à aller que dans un sens, personne n'essaye la porte à côté. Voilà, personne n'essaye la porte à côté. Donc, quand je suis arrivé dans les premières églises où j'allais, j'avais pas ma place. Je comprenais pas le... Mais, et puis, aussi, certains prédicateurs que je trouvais, que j'écoutais, vendaient du... Voilà, c'était comme du commerce. Ah ouais, tu vas te marier, ouais, tu vas voyager, ouais, tu vas trouver... bon, ça, c'était pas pour moi. Par contre, un jour,
quand elle est rentrée au Gabon, elle a été dans une église où elle a écouté un prédicateur qui parlait comme moi. Parce que moi, j'ai fait catholique. Depuis le primaire, j'étais catholique. J'ai fait le séminaire Saint-Jean. Donc, j'ai quand même certaines bases. Ok. Mais voilà, les bases elles ont disparu avec les frustrations de la vie, les colères, te rendre compte que tu n'as pas grandi comme les autres, tu n'as pas eu tes parents à côté de toi, tout ça. Et donc, moi aussi, j'ai été quelqu'un de très, très, très frustré, sans le savoir. J'ai été quelqu'un de très, très, très en colère, sans le savoir. J'ai été quelqu'un de très, très, très déprimé, sans le savoir. Mais heureusement qu'avec l'éducation que j'ai reçue, donc les valeurs et tout ça, j'avais un certain discours, j'avais une certaine façon de parler. Et elle est rentrée dans une église un jour, elle a écouté un prédicateur parler, et elle a trouvé que nos discours étaient concordants. Donc elle a enregistré, elle a commencé par enregistrer le prédicateur quand elle allait au church, et elle voulait me faire écouter à la maison. Et j'ai commencé à trouver intéressant. En fait, c'était un docteur de la parole. Wow. Donc lui, il ne te vendait pas forcément le mariage, c'est pas ce qu'il mettait en avant. Lui, c'était un docteur de la parole. Et comme c'était un docteur de la parole, il avait une façon d'interpréter la Bible. D'interpréter les Écritures. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. Parce que là, j'étais face à quelque chose de nouveau pour moi. C'était justement, lorsqu'on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, là, je commençais à discerner certaines choses et qui étaient en rapport direct avec ma vie, avec ce que je subissais ou ce que je pensais ne pas subir, mais ce qui m'enfermait, ce qui m'emprisonnait. Et donc, j'ai commencé à aller au church avec elle. Et je ne rentrais pas au début. Au début, je n'aimais pas tout ce qui était louange, adoration. Quand tu venais justement de la prédication. Voilà, juste pour la... J'attendais dehors. Tu attendais J'attendais dehors, ouais, j'attendais qu'il fasse des louanges, adoration, j'étais dehors. Et puis je rentrais juste quand... Dès qu'ils ont terminé. Et je n'avais pas compris. Qu'est-ce qui te dérangeait dans le fait qu'il fallait chanter, etc., louer? Qu'est-ce qui te dérangeait? Je pense que j'étais égoïste et que je venais pour moi. Je ne venais pas pour Dieu. Je pense. À cette époque, je ne savais pas ce qui me dérangeait. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu comprends? Je comprends que moi, j'avais un besoin et je venais pour mon besoin. Tandis que dimanche, c'est un culte de célébration. On célèbre Dieu. Tu ne viens pas pour toi dimanche. Tu viens pour célébrer Dieu. Tu viens pour rendre grâce à Dieu. Et ça, je ne le faisais pas au début. Je venais pour moi. Je venais pour entendre le prédicateur me parler à mon âme. Voilà, donc je venais pour ça. Et je pense que oui, j'étais égoïste au début. Et dès qu'il finissait, tu partais? Bon, j'étais un peu obligé de rester là pour faire poli. Ouais, j'étais obligé de rester là. Et puis un jour, j'ai pleuré. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Un jour, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une... c'est quoi l'expression? Mais qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est un passage. Il disait, en vérité, tu n'as rien fait. En vérité, le monde t'en veut pour rien. Regarde Jésus. On a tout dit sur lui. On a traité de sorcier, on a traité de... Mais à la fin des fins, il a été reconnu à son juste titre. Toi, c'est pareil. Tu n'as rien fait. C'est juste qu'on ne te comprend pas. Un jour, des gens se réuniront. Et à ton sujet, ils diront. Mais, les amis, regardons un peu. En vérité, il ne nous a rien fait. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que les gens ne me demandent pas souvent mon avis, tu vois. Mais les gens interprètent ce que je fais. Les gens interprètent ma position. Les gens me prêtent des intentions. Les gens me prêtent une façon de parler, une façon de me comporter. Et donc les gens réfléchissent pour moi. Peut-être parce que je ne suis pas quelqu'un qui... je ne suis pas en mode Moïse. J'ai toujours été en mode Jésus.
Je vais t'expliquer. Et donc, comme je ne suis pas en mode Moïse, comme je suis en mode Jésus, les gens, ils mettent toujours des choses sur ce que je fais. Ils mettent toujours des explications, des interprétations, de ceci, de cela, de cela. Et vu de là où je viens, vu les difficultés que j'ai souvent eues, moi, au lieu de répondre aux gens, je me suis toujours renfermé sur moi-même. Quelles que soient les attaques, je me suis toujours renfermé sur moi-même. Et ce jour-là, je pense que c'est sorti. Mais est-ce que quand tu as eu cette pensée du fait que, voilà, regarde, Jésus n'a rien fait, est-ce que c'est parce qu'à ce moment, on te critiquait? Ah, mais c'était quoi? Moi, on m'a toujours critiqué. Non, moi, c'est pas à ce moment. Moi, on m'a toujours critiqué. Il y a des gens qui disent que Raboun, c'était un grand groupe. Mais ils ont oublié que Raboun a été critiqué. Quand Raboun sortait, on disait qu'on était commercial, qu'on faisait danser les gens, qu'on ne disait rien, que nos textes ne disaient rien. À l'époque où Raboun sortait. Aujourd'hui, on dit que Raboun était un grand groupe. Mais à l'époque, quand Raboun sortait, d'accord, on disait qu'on était un groupe commercial, qu'on faisait danser les gens. Aujourd'hui, on dit que mon meilleur morceau, c'est les choses de Frankie. Les choses de Frankie. Mais quand c'est sorti... Mais quand c'est sorti, on disait c'est n'importe quoi, c'est pourri, c'est du zouk, c'est pas du rap. En fait, à chaque fois que je suis sorti à une époque, j'ai été très contre... J'ai controversé, attaqué. Voilà. Peut-être que j'étais en avance. Même quand j'ai fait « Oh, j'ai vu des femmes donner la vie ». Après, ça a pris. Mais quand ça sort, l'année où ça sort, non, c'est pas de la musique qui fait. Donc, à chaque fois, j'ai été comparé, j'ai été insulté, j'ai été ceci. Et surtout, chacune de mes victoires, en fait, à chaque fois que j'ai réussi à passer un palier dans ma vie, on m'a toujours rattaché ma réussite à un motif. Tu comprends ce que je veux dire? À Eben, il paraît qu'on était fort parce que on avait l'argent qui arrivait. Comme si tout ce qui a l'argent, c'est fort. Voilà, donc à chaque fois que tu montes d'un palier, on te trouve, en fait, on ne va jamais dire que c'est à cause de ton travail, ton talent. Non, ça n'a jamais été ça pour moi. Voilà. J'ai souvent été en avance sur mon temps. J'ai souvent été en avance sur ce que les autres faisaient. Mais comme je te dis, j'ai rarement vu un artiste qui travaille comme moi. C'est rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est rare. Mais c'est rare. Mais sauf que quand tu travailles et quand tu galères, les gens, ils ne sont pas là. Quand tu passes des nuits blanches, les gens, ils ne sont pas là. Quand tu enchaînes sur tes rendez-vous, les gens, ils ne sont pas là. Mais peu de gens savent que ce qui se manifeste dans le physique, c'est d'abord dans le spirituel. Préparé dans le spirituel. Et donc, quand le commun des mortels voit le physique apparaître, ils vont toujours chercher une raison, surtout quand c'est explosif. Ils vont toujours chercher donc une raison de mortel pour expliquer le fait. Voilà. Et donc, moi, j'ai toujours... j'ai passé un long moment de ma vie sans regarder la télé, parce que quand j'allumais la télé, souvent je me faisais insulter. Sur le plateau que je regarde, quand tu regardes une émission, Espace Jeune, il y a des gars qui sont à la télé, qui t'attaquent dessus. Souvent tu as un voyage, tu es à Paris, on t'appelle pour dire, ah ouais, il y a tel sur le plateau, il y a tel sur le plateau, ils sont en train de t'insulter. Souvent, on te demande de faire des comparaisons d'artistes. Bon, entre l'artiste Tonton Clette et Tonton Franck, vous préférez qui? Il y en a qui vont dire, ils préfèrent Tonton Franck. Mais s'il y en a qui disent, il préfère Tonton Clette, il va dire, moi je préfère Tonton Clette. Tonton Clette, il ne fait pas ça. Tonton Clette, il n'est pas comme Franck. Franck, lui, c'est... Donc, tu vois, il y avait toujours ces attaques, Voilà, moi j'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec ça. Et ce jour-là, j'ai peut-être vu en Jésus un grand frère. Quelqu'un avec qui marchait. Voilà, ça c'était le déclic. Il y avait quelqu'un qui marchait. Et quand il a fallu déposer mon fardeau et le suivre, tu n'as pas hésité? Ouais, j'ai pas hésité. Est-ce que tu t'es rendu compte que, voilà, après, en voyant l'histoire de la plupart des grands leaders, ils n'ont pas été acceptés à leur époque. C'est après leur mort qu'ils ont été reconnus comme grands. Et même
Nelson Mandela en Afrique du Sud, il est critiqué par la nouvelle génération qui croit qu'il n'a pas mené le combat sur le plan économique. Voilà, et je crois qu'on dit que nul n'est prophète chez soi. C'est peut-être ce que tu es en train de vivre. Si aujourd'hui on ne te comprend pas, peut-être que les prochaines générations te comprendront. Bon, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais c'est moi qui n'avais pas le mode d'emploi. Voilà pourquoi, depuis que j'ai Jésus, je souffre moins. Quand je dis je ne souffre moins, ça veut dire que c'est pas parce que tu viens à Jésus que tout va s'effacer complètement, que les problèmes ont disparu. que tu es devenu parfait, non. Mais je souffre moins. Mais comme je l'ai dit, et je répète, pour moi la musique c'est une thérapie. D'accord? J'ai utilisé ça comme une thérapie. Et imagine que ce que tu utilises comme thérapie fait en sorte que tout le monde te retombe dessus. Tu vois, en fait, toi tu essayes de sortir d'un mal, d'une problématique. Tu essayes de sortir d'un traumatisme. Donc tu utilises un support qui est comme un bâton que tu vas donner aux gens pour qu'on te tape dessus. Et en fait, la question c'est, qu'est-ce que je vous ai fait en fait? Plus que moi j'essaye de me soigner en fait. Et vous, tu comprends ce que je veux dire? Moi j'essaye de me soigner. Moi je chante, en fait j'ai jamais chanté pour être dans la tendance. Jamais chanté pour plaire aux gens. Voilà. D'accord? Moi je chante pour me soigner. Oh, j'ai vu des femmes donner la vie à des petits dieux. Je fais ça parce que à cette époque, celle qui va avec moi est enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Ça me concerne moi. Ça me concerne, c'est ma vie. C'est ton histoire, c'est mon histoire, ton vécu. Que j'extériorise. Donc, si ça ne te plaît pas, c'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça ne peut pas être un problème. Ça ne peut pas devenir un sujet de conversation. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et le problème, c'est peut-être que, comme tout le monde fait pour plaire, ou fait pour être dans la tendance, ou fait pour être dans la compétition, bon, mais non, moi je me soigne. Je suis hors compétition. Moi je me soigne. Moi j'ai d'autres soucis. J'ai d'autres soucis plus réels, plus vrais pour moi, à mon sens. Et je me dis que sur Terre, il y a des gens qui ont les mêmes soucis que moi. Donc je fais ça aussi pour ces gens-là. Qui finiront par retrouver du réconfort dans ce que je dis. Dans ce que tu dis. Voilà. Alors tout à l'heure, tu as dit que tu ne... Voilà, que tu essayais ou que toi-même tu créais ton travail. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu deviennes entrepreneur? L'éducation, déjà. L'éducation. Moi, très tôt, ma mère m'emmenait avec elle. Très tôt, j'ai poussé les chariots, puisqu'elle était caissière. Pousser les chariots. Je ne m'ennuyais pas, je ne me suis jamais ennuyé. Pousser les chariots. Quand j'ai eu l'âge de travailler en magasin, j'ai travaillé en magasin. Donc moi j'ai travaillé, j'étais rayonniste, j'étais livreur dans les camions, j'étais pompiste dans une station, j'ai été pendant les vacances aussi quand il fallait creuser les fosses septiques qu'on a creusés, quand il fallait attraper une débroussailleuse pour avoir un peu d'argent, on a fait. Et donc en grandissant avec ce rythme de pouvoir acheter mes habits avec l'argent que je travaille, d'accord, pouvoir m'offrir des chaussures avec l'argent que je travaille, en grandissant avec ces habitudes, ça développe, même inconsciemment, un certain réflexe. Ça veut dire que pour toi, ça va être difficile que tu sois dans le manque. D'accord? Mais déjà, j'ai des options. J'ai des options parce que je sais faire plein de petites choses. Quand tu es rayonniste, on va t'apprendre. Ce qui est bien avec le travail de vacances, c'est que beaucoup ne comprennent pas que tout ça, c'est de l'apprentissage. Si tu veux apprendre, il faut toujours être dans le mood de celui qui apprend. Donc, quand tu es rayonniste, on va t'apprendre à ranger d'une certaine façon. Par exemple, on va te dire les produits les plus vieux sont toujours devant et les produits les plus, les plus récents sont derrière pour pousser les gens à apprendre. Tu vois, c'est des petites techniques que ça peut te servir toute ta vie. Tu ne te rends pas compte.
d'accord? Mais parce que j'étais héroïniste, moi, je vends mieux mes CD, ma musique que les autres vendeurs, tu vois? Et donc, toutes ces petites choses-là que j'ai touchées dans mon adolescence ont mis en moi des réflexes. T'ont donné cette mentalité. Voilà, voilà. Et donc, quand je suis arrivé dans la musique, j'ai tout de suite compris qu'avec 2 millions d'habitants, tu peux pas, voilà, tu ne seras pas Jay-Z avec 2 millions d'habitants. Ouais. Et j'ai tout de suite compris qu'en Afrique, sans structure, au Gabon, à l'époque, il n'y a pas de structure pour encadrer tout ça. Tu peux pas être Jay-Z, d'accord? Mais j'ai remarqué que Jay-Z lui-même, donc les Américains eux-mêmes, avaient développé ce qu'ils appelaient le 360 degrés. Ça veut dire qu'autour d'eux, il y avait une multitude de choses qui, en fait, diversifiaient les entrées, les revenus, les flux financiers. D'accord? Et donc, je me suis dit, ah tiens, comme je n'ai pas tout pour m'aider ici, si je m'inspire de ce modèle, ce qu'ils font, voilà, d'accord, à mon échelle, ça ne va pas être la même chose. À mon échelle, je vais dépenser déjà moins d'argent pour m'habiller. Moi, quand je lance cas par cas, ce n'est pas pour avoir une marque de fringues. C'est pas pour avoir une marque de fringues d'abord. Donc, quand je fais cas par cas, c'est pas tout de suite, ouais, j'ai ma marque de vêtements. Non. En fait, je veux m'habiller. J'explique. À l'époque, les vrais t-shirts, le moins cher, coûtait 18 000 francs. D'accord? C'était t-shirt CD Popcorn, LC Waikiki. C'était des marques, ça se vendait à American Shop en ville. Il y a un magasin qui s'appelait American Shop à l'époque. Et t-shirt pas cher, c'était 18 000 francs. Sinon, tu avais le kit. Mais. Tu t'es dit non. Non. Tu peux pas porter. Non, fake, non. T-shirt blanc, oui. Fake, non. Non, fake, non. Mais ça, c'est trop cher. J'ai travaillé, j'ai acheté un jour un sweatshirt de 19 000. Ça m'a fait mal. Je n'étais pas aussi porté sur le match vu, tu vois. Moi, c'est ça, boîte sardine à l'oseille. Quand je dis boîte sardine à l'oseille, c'est être fier de ce que tu trouves à midi à la maison. En fait, c'est un concept. Boîte sardine à l'oseille, ce n'est pas le plat que je vends. Je vends l'état d'esprit. D'accord? Donc, même le jour où j'ai payé un truc de 19 000 francs, quand je regarde le salaire de ma mère, je dis non, c'est pas pour moi. Par contre, je peux créer. Inspiré par, bien sûr, Inche Jeans, de Danger à l'époque. Quand il est arrivé, avec marque de vêtements gabonaise, et nous, quand on a signé avec lui comme brand ambassadeur, avec Inche Jeans, parce qu'on était égérie de Inche Jeans, lorsque le contrat a pris fin, moi, ça m'a inspiré. Je dis, bon, voilà, ça veut dire que je peux créer, porter original et moins cher. En fait, voilà le développement. Je peux porter pour moi, parce que j'ai d'abord fait pour moi. D'accord? J'ai commencé à coudre mes propres baggy, parce que les baggy jeans aussi étaient très chers à l'époque. Plus de 30 000 francs le baggy. Donc, j'ai commencé à dessiner mes propres baggy jeans. C'est de là que vient le mot carnivore, en fait. Parce que j'avais confectionné des ensembles en jet. Haut, veste et pantalon. D'accord? Et après, t-shirt. Même dans Raboun, on avait déjà des t-shirts Fungang, on avait déjà des produits dérivés, je t'ai dit Raboun, Fungang, tout ça. Mais moi, je voulais une marque de vêtements complète avec des, pantalons, pas juste t-shirt. Voilà. Mais ce qui me motivait, c'était de pouvoir avoir des choses moins, avec la chaleur et l'humidité du Gabon, adaptées, d'accord? Et pas forcément des gros trucs qui arrivaient. Quand on voulait ressembler des Américains, tu transpires dessous parce que c'est pas adapté à ton climat, tu vois. Donc, j'ai pensé en 2005, je t'ai dit, à faire des t-shirts, moi-même. Mais, je suis quand même allé au marché, prendre des t-shirts. Est-ce que tu es parti prendre des t-shirts de qualité? Oui, quand même. Et ça est important. Comme je n'ai même pas le fait. J'ai pris des t-shirts, comment on dit, vierges, d'accord, que j'ai marqués. Et c'était carnivore. Normalement, c'était pas cas par cas, c'était carnivore. J'en ai fait 5. J'ai donné à un pote qui venait du Sénégal, qui s'appelle Nix, qui était venu pour la nuit de la musique. J'ai donné à mon DJ, ça fait 3 mois, j'ai porté un. J'ai donné un à Koba, je crois que j'ai donné un autre à DJ Daouda. Et voilà, il y avait 5 t-shirts que j'ai d'abord partagés comme ça. Et quand mon producteur de l'époque, M. Benke, a vu, ah, c'est pas mal carnivore, le nom, ça frappe et tout.
C'est pour ça que mon deuxième album s'appelle Carnivore, parce qu'il a vu sur mon t-shirt, il a voulu garder. Et maintenant, quand on a mis ça sur mon album, je ne voulais pas que mon t-shirt soit un produit dérivé de mon album. De ton album, ouais. Donc voilà pourquoi j'ai, donc tout de suite, cas par cas, j'ai switché. Cas par cas, étape par étape, cas par cas, c'est le style de vie, c'est partir, accepter de partir de très bas. Accepter de partir de très bas, commencer en bas de l'échelle et progresser petit à petit. Pas de raccourci, pas de nganga, pas de ceci, pas de cela. Cas par cas, au cas par cas. Traiter des dossiers au cas par cas. Aller dans la vie étape par étape, step by step. Voilà, prendre les escaliers. Voilà, comme on dit, souvent le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, et la vérité prend les escaliers. Voilà. C'est ça, cas par cas. Et donc, cas par cas, c'était pour moi, le fait de m'habiller pas cher. 2, quand j'ai pas cher et disponible, un peu inspiré de aussi Fubu, For Us by Us, donc pour nous et par nous. Donc m'habiller pas cher, commencer à le vendre autour de moi. J'avais compris que dans la musique, l'argent ne venait pas toutes les périodes. D'accord. L'argent venait par saison. Par saison. D'accord. Été, grandes vacances, période de fête, mais il y avait des périodes mortes. Et donc, avoir un autre business, comme je t'ai parlé de 360 degrés, pouvait faire en sorte que dans ces périodes mortes, que tu aies du cash flow disponible, qui continue. Donc, du coup, quand je gagnais de l'argent sur mes cachets, tu investissais dans la marque de vêtements. Et ça me permettait de... Voilà. Et au fur et à mesure, donc, quand on parle de 360 degrés, tu continues à créer du business autour. Après, tu t'achètes une caméra, après, tu t'achètes des lumières, après, tu t'achètes une imprimante, un ordinateur, et tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, tu continues à doucement à créer, doucement. Souvent, le problème aussi, c'est que quand on pense entreprise, les gens pensent, ils pensent gros, ils pensent large. Moi, je n'ai pas pensé comme ça. Moi, je pense toujours petit. Dès que je peux commencer avec un ordinateur, une imprimante, tu commences. Go. Et ensuite, l'entreprise grandit et devient scalable. Un peu. Voilà. Donc, étape par étape, cas par cas, c'est là, comme tu vois. Hein. Propriétaire, maintenant, on veut avoir d'autres choses, mais on va prendre le temps. Ça veut dire, même si ça nous prend 50 ans, ce n'est pas un problème. On va aller doucement, être bien solide. Voilà. Donc, il ne faut pas être pressé. Non, il ne faut pas être pressé. Et donc, on a évolué comme ça. Moi, j'ai pensé 360 degrés, mais tout faire au fur et à mesure. Doucement. Quel est le conseil que tu donnerais à d'autres artistes sur l'aspect, le côté business, entrepreneuriat? Peut-être qu'ils ne sont que concentrés sur la musique, qu'ils n'ont peut-être pas cette mentalité d'entreprendre, de diversifier leurs sources de revenus. Bon, déjà, c'est pas... J'ai souvent du mal à... À donner des conseils? Oui. Parce qu'on vit encore dans un pays où ça passe mal. Le fait de quoi? De conseiller les autres? De conseiller les autres. Mais est-ce que ça veut dire que... Est-ce que c'est parce que nous sommes orgueilleux qu'on ne veut pas apprendre des autres? Frustré, pas orgueilleux. Frustré? On a beaucoup de frustration. La frustration nous remplit. Lorsqu'on demande à quelqu'un de se vider, il faut commencer par d'abord sortir la frustration de nous. D'accord? Et quelqu'un peut ne pas t'écouter, mais ce n'est pas parce qu'il a un problème avec toi. C'est parce qu'il y a des antécédents, il y a des problèmes en latence. Il traîne quelque chose. D'accord? Et souvent, même quand tu veux donner un conseil à quelqu'un, il n'est pas prêt de t'écouter. Pas parce qu'il a un problème avec toi, mais parce que justement, il y a quelque chose qui... Il y a ce gros nuage sombre qui fait ombre à sa vie, qui fait ombre à sa destinée, qui fait ombre à son avancée. Et donc, voilà pourquoi je fais des formations. Voilà pourquoi je fais des ateliers d'échange. Voilà pourquoi je fais des conférences. Au moins, tu sais que les gens qui viennent à toi sont dans le besoin de recevoir. Ok. D'accord. Mais souvent, tu te mets dans la rue et puis tu commences à parler. Les gens ne t'écoutent pas. Voilà. Tu pêches dans le désert. Mais surtout, tu peux te faire insulter comme ça. Voilà. Mais pour ceux qui en ont besoin, je vais plutôt tirer une sonnette d'alarme. Je ne vais pas donner de conseils. Je vais juste dire que lorsqu'on veut être artiste,
ou acteur culturel. Artiste, acteur culturel, c'est une profession libérale. Comme plombier, comme mécano, d'accord. Et c'est toi qui fais ta retraite. Ouais. Donc, le succès, c'est bien, mais le succès n'est pas éternel. Le succès, c'est une étape de ta vie. Et profite du succès, en fait, pour préparer tout ce qui va suivre. Profite du succès pour continuer d'apprendre. Profite du succès pour continuer de recevoir. Profite du succès pour construire. Profite du succès pour améliorer tes relations. Profite du succès pour, voilà, pour faire plein de choses qui vont préparer l'après-succès. Bon, je parle là de ceux qui ont le succès. Maintenant, tu vas me dire, mais ceux qui n'ont pas le succès, comment ils vont faire? Tu vois? Parce que le succès, ce n'est pas pour tout le monde aussi. Maintenant, lorsqu'on choisit d'être artiste, comme je disais, c'est comme plombier, c'est comme mécano. Tu es seul avec toi-même. Et tu dois tout faire pour préparer ton après-carrière. Et donc, pour préparer ton après-carrière, il faut encore continuer d'apprendre. En fait, on n'arrête pas d'apprendre. Le problème de l'homme, les problèmes de l'homme vont commencer à arriver lorsqu'il stagne, lorsqu'il s'arrête. Lorsqu'il arrête d'apprendre. Lorsqu'il arrête de progresser. D'accord. Même quand par rapport à ton âge, physiquement, tu déclines, rien n'est dit, c'est dit nulle part que tu ne peux plus apprendre. Même quand tu déclines, c'est dit nulle part. D'accord. Tu peux continuer d'apprendre. Tu peux même comment on va dire, changer de domaine, s'orienter, apprendre autre chose qui n'ont rien à voir avec... Je vais pas parler de musicien. D'accord. Je suis musicien. Mais ça va être trop... comment on va dire, c'est trop facile pour moi de parler que de musique. Je vais prendre un danseur. Tu vas être jeune. Tu vas être un bon danseur. Tu vas être un très grand danseur. D'accord. Danseur hip-hop. Tu vas être danseur hip-hop. Tu vas danser dans des concours. Champion ou pas, tu vas danser dans des concours. Mais pendant que tu es danseur, apprends à devenir chorégraphe. Pendant que tu es un bon danseur. Un bon danseur n'est pas forcément un bon chorégraphe. Mais pendant que tu es un danseur, apprends à devenir chorégraphe. Pendant que tu es un bon danseur, apprends à t'exprimer en public. D'accord? Parce que plus tard, avec l'âge qui avance, tu pourras devenir animateur télé d'un show de danse. Avec l'âge qui avance, tu pourras être prof de danse dans des lycées. Tu pourras avoir ton école de danse ou même être suppléant de quelqu'un qui a une école de danse. Est-ce que tu comprends? Ouais. En fait, il ne faut pas rester dans ce que tu sais faire de bien. Ce que tu sais faire de bien, tu es là pour apprendre à faire autre chose. D'accord? Et c'est toutes ces autres choses-là qui vont, après, danseur, tu peux écrire des livres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qui compte. La vie, c'est... Voilà, non, ouais, la vie compte. Et donc là, est-ce que il faut avoir une grande vision et avoir cette capacité à s'adapter? C'est ça? Bon, mais la vision, la vision, elle n'est pas... Tout le monde n'a pas la vision. Mais tout le monde peut observer. Ouais. Et le problème, c'est que quand on est dans le feu de l'action, on observe peu. On n'écoute pas les conseils, on ne se renseigne pas, on ne se cultive plus, on ne regarde pas assez autour de nous. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on est en plein exercice, on devient un peu le nombril du monde. Et donc, on ne pense qu'à soi. Voilà. À dire que plus tu vas avancer dans la vie, plus il faudra regarder autour de toi. Regarder comment les autres avancent. Regarder comment... Voilà. Et pour un danseur, il y a tellement de débouchés. Comme pour un guitariste. Combien veulent apprendre à jouer de la guitare? Donc, tu peux être le meilleur guitariste du moment. Tu peux être un très grand guitariste. Mais il y a tellement de dérivés même pour un musicien. Tu peux travailler en studio. Tu peux faire des prestations. Tu peux jouer dans des cabarets. Voilà. Tu peux donner des cours. D'accord? Tu peux devenir ingé son. Tu vois? Donc, il y a tellement de dérivés dans ce que nous faisons
qu'il faut juste, comme je disais, plus on avance, plus il faut s'ouvrir, il faut regarder autour de soi, il faut prévenir. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas la vision. Mais je pense que tout le monde a au moins le sens de l'observation. Et le problème, c'est que les gens avancent comme les chevaux de course avec des... Voilà. Ils sont trop braqués sur eux-mêmes, ils sont trop braqués vers une seule direction. Est-ce que d'autres artistes participent à tes ateliers, à tes formations? Pas les concernés. Quel est le ressentiment que tu as? C'est dommage. En fait, j'ai une formation, par exemple, que j'appelle art performance. En fait, c'est la gestion de la scène. C'est la gestion d'une prestation scénique. Et c'est une formation, normalement, qui doit être dispensée aux professionnels. Mais dans une classe de 30, je n'en ai que 2. Le reste, sont des amateurs. Des jeunes qui viennent apprendre. Mais ils vont avoir un bagage qu'ils ne pourront pas expérimenter tout de suite. Tout de suite, Cette formation, en fait, c'est pour les gens qui vont tourner, c'est pour les gens qui sont tout le temps sur scène. Voilà. Donc, c'est ce que je te dis. Quand quelqu'un est au sommet de sa forme, il pense qu'il n'a pas besoin d'apprendre. D'accord. Alors, comment tu vis le fait que très peu d'artistes professionnels assistent à tes formations, aux ateliers que tu animes? Bon, j'ai mal un peu pour la... J'ai mal pour la sphère, en fait. J'ai mal pour la sphère. Je me dis, on peut aller plus vite. On peut mieux faire les choses. Mais après, je ne peux pas aller chercher les gens. Pourtant, je m'autorise quand même de les appeler. Hein. J'appelle. Ce serait important que tu sois là. Pour toi-même. Ouais, je vais venir, oui, je vais venir. Oui, je vais venir. Et puis, le dernier jour, ils ne viennent pas. Oui, je serai là, je serai là. Et puis, le dernier jour, ils ne viennent pas. On te dit, bon. Tu ne vas pas courir derrière eux. Oui, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que les professionnels qui viennent, le peu, qui assistent à mes formations, et ça se ressent. Ça se ressent. Parce que dans le monde de la musique, tu as, selon moi, tu as 2 genres d'artistes sur scène. Il y en a qui font des prestations, il y en a qui font des performances. Et moi, je forme à la performance. Pas de prestation. Prestation, c'est quelqu'un qui pointe. Nous, on ne pointe pas. Nous, on marque le temps. Voilà. Comme quand tu assistes à une prestation du King Vico Secondo, Tandima. Ce qui se passe, c'est une performance. Le temps s'arrête. Ouais, performance. D'accord. Maintenant, il y a des choses qui se font encore chez nous, qui ne devraient plus se faire. Le playback, ça n'existe plus chez les autres. Mais chez nous, on l'utilise comme si c'était normal. Mais c'est du vol, le playback. D'accord. Le playback, c'est du vol. Le problème, c'est que le public lui-même n'a pas la culture du live. Quand je parle du live, c'est pas seulement avec l'orchestre, hein, mais du semi-live. Il n'a pas la culture du PBO. Ça veut dire que moi, je ne me rappelle pas avoir fait du playback dans ma carrière. Je ne me rappelle pas. Parce qu'il y a une certaine organisation, et c'est ce que j'apprends dans mes formations. Il y a une façon de s'organiser. J'explique aux gens que quand tu sors de studio, quand tu as un truc qui sort de studio, il sort en 4 versions. Tu as une version radio, donc la version dite playback. Playback, c'est comme quand tu tournes ton clip, on joue ton son derrière et tu fais semblant de chanter. D'accord. Maintenant, je me vois mal faire ça sur scène, avoir un micro avec mon son qui joue derrière. Non. Après, tu as une version scène où on va commencer. Donc, tu as la version radio, tu as la version instrumentale, d'accord, où il n'y a que la musique sans les paroles. Tu as la version a cappella, où il n'y a que les paroles sans la musique. Et tu as une version dite scène, PBO, d'accord. Cette version scène, en fait, on a enlevé tes leads, tes voix leads, tes couplets. On a laissé que des supports, donc soit des refrains,
ou des petites parties où tu t'accompagnes un peu. Voilà. Et c'est cette version scène-là qui t'accompagne sur scène. Ça te permet de prendre des risques. Ça te permet de modifier souvent certains passages. Parce que celui qui t'écoute à la maison ne vient pas sur scène, il ne va pas payer 10 000 francs pour écouter ce qu'il écoute à la maison. Ouais. C'est pas logique. C'est pas logique. Ouais. Il vient pour avoir une autre sensation. Performance, effectivement. Voilà, ressentir quelque chose. Il vient pour partager. On peut partager. En studio, le jour où tu as posé ton son, tu avais un état d'esprit. 4 ans après, sur scène, tu ne peux pas avoir le même état d'esprit. Tu ne peux pas avoir le même état d'esprit. D'accord? Et ça te permet d'être dans le mouvement. Parce que tu es libre d'aller comme bon te semble sur ton instru. Moi, il m'arrive de ne pas chanter sur les versions scène, mais de chanter sur les versions instru. Et voilà pourquoi quand je me retrouve avec mon orchestre, oh là là. Parce que aujourd'hui, j'ai mon propre orchestre. Wow. Qui s'appelle Louado Spirit. Moi qui n'aimais pas les louanges et les adorations, mon orchestre, je l'ai baptisé Lou pour louange, Ado pour adoration, donc Louado Spirit, Spirit pour l'esprit. Wow. Voilà, donc quand on est ensemble, c'est incroyable. C'est incroyable parce que tu arrives à jouer avec l'atmosphère. Et c'est ça la performance. C'est arrêter le temps, faire en sorte que le temps s'arrête sur ce qui se passe là. Et c'est des choses qui ne se racontent pas, ça se vit. Ouais, ça se vit et je crois qu'il nous faudra certainement plus d'heures avec toi lorsqu'on parle de musique, et entrepreneuriat. Alors certainement avant d'atterrir, écoutez, si vous aimez cette conversation, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, à inviter d'autres personnes à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Alors avant ma dernière question, quel est le rôle que ton épouse joue dans ta vie, dans ton succès, dans l'étape que tu es aujourd'hui? Voilà, c'est comme un numéro. Moi, je fais beaucoup allusion au football, hein, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui c'est universel. Ouais. En fait, c'est un numéro 8 dans ma vie. C'est un numéro 8. Numéro 8, souvent il joue en 6. En fait, c'est quelqu'un qui occupe le milieu de terrain, qui récupère beaucoup de ballons. Un peu à la Golo Kanté. et qui distribue, pour les attaquants. D'accord. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on est le couple. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un qui fait attention à tout, qui est très porté sur le détail, ou sur le détail, qui est très porté sur le détail, qui est... déjà, j'aurais dû commencer par ça, hein, elle est très portée sur sa relation avec Jésus. D'accord? Parce que chacun a sa relation avec Jésus. On n'a pas forcément la même relation. Chacun a son Jésus, chacun a son grand frère. Voilà, donc elle est très... D'abord, elle est très portée sur sa relation. Et donc, de ce fait, elle m'inspire beaucoup. De ce fait, elle a un caractère qui fait que elle aimerait partager aussi ça. Mais quand je dis partager, c'est vraiment le partager réellement. Donc c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Tu nous vois arriver au church. Voilà, c'est quelque chose qu'on partage. C'est notre roc solide. C'est notre rocher. C'est notre base. Et aujourd'hui, ICC, c'est la famille. C'est la grande famille. Et en dehors de ça, quel rôle maintenant elle joue? Pour moi, c'est pas qu'une femme. C'est ma poétesse. C'est ma meilleure amie. C'est mon combi. C'est ma soeur en Christ. Ça veut dire qu'on arrive à changer de... À changer de facette, de casquette, on tout de switch suite. Comme ça. Ouais. Ouais, on peut marcher comme frère et soeur, on peut marcher comme monsieur, madame, voilà. Donc, on passe un peu par tout ça. Et donc, c'est aussi ma compagne de destinée, c'est mon associé. Dans tout ce qu'on fait, on est associé. Dans toutes nos entreprises, on est associé. Elle a son mot à dire partout. Donc, voilà,
c'est même pas un duo, c'est 1 plus 1 égale 1, quoi. En Christ. Waouh. Parce que tout à l'heure, tu me disais en off, lorsqu'on échangeait, tu me parlais de sa contribution aujourd'hui pour la marque Cas par Cas. Oui, moi je suis resté fondateur, je suis brand ambassadeur, on m'utilise comme mannequin, on teste sur moi. Mais depuis 2012, c'est elle qui a récupéré la marque, c'est elle qui fait tout, toutes les innovations, toutes les campagnes de promotion, des déplacements. Aujourd'hui, elle se déplace pour les défilés au Togo, au Bénin, Cameroun. Voilà, ça c'est son business à elle. Ici, elle est propriétaire du magasin, donc voilà. Enfin, nous sommes associés. Mais c'est son business et c'est un peu notre façon de fonctionner. Ça veut dire que chacun a son business et celui qui arrive en couverture arrive, mais pas très proche, tu vois. Voilà, donc moi par exemple, lorsque je suis dans mes réalisations vidéo, elle est en arrière-plan, elle est en conseiller, elle est comme comment on appelle de direction au-dessus d'une entreprise. Il y a un... C'est quoi le... Non, pas... C'est quoi le terme? CEO. Non, pas CEO. Non. On les vote même là. On les vote. Au-dessus de l'entreprise, tu as un comité là. Ouais, qui donne souvent son avis. Pas comité de direction. Non. Ah, ça m'échappe. Bon, bref, on est en train de bouffer notre temps. Ah, comment on appelle ça? C'est qui les gens là? Tu n'as pas le... Non, c'est au-dessus du PCA. PDG. Hein? PCA. C'est quoi ça? Conseil d'administration. Voilà. C'était ça. C'était ça. Donc, en fait, on a nos... Tu peux reclencher? Non, on va couper. Ah, d'accord. En fait, on a nos business, d'accord? Et puis, dans chaque business, il y a quelqu'un qui porte plus le business, et l'autre agit comme un conseil d'administration, en fait. Wow. Voilà. Donc, on rend des comptes, on essaie d'expliquer la vision, on essaie de donner son avis, on s'accompagne mutuellement, on est partout ensemble. On n'arrive pas à passer une journée sans se voir, c'est impossible. Voilà. Donc, c'est vrai que pour un couple, c'est bizarre de dire on n'arrive pas à faire une journée sans se voir. Mais quand je parle d'une journée, c'est une journée entière. Ça veut dire nous, on ne se sépare pas à la maison et puis on se retrouve le soir. Non, il faut qu'on connecte dans la journée. Dans la journée. Ouais. Mais tu sais, une petite confession avant de poser ma dernière question. Tu sais, j'étais... quand tu as parlé de danseur à rappeur. Moi, avant, j'étais danseur. J'ai commencé par la danse. Aïe. Après la danse, j'ai fait le rap. On m'appelait Clét le mélancolique. On m'appelait Clét le mélancolique. Et j'ai mon oncle qui m'a dit, tu crois que la musique va t'emmener où dans ce pays? Et voilà, et après, j'ai changé. Mais je comprends de la danse à l'écriture, c'était pour me préparer à mon travail d'auteur. Et je crois que c'est pour ça que je suis passé par ces différentes étapes. Et justement, je continue au travers de l'écriture et de mes livres d'exprimer mes déceptions, ma vision du monde et tout. Et c'était vraiment un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités. Ok. Toi, en tant qu'artiste, quel est le message que tu aimerais que l'on retienne de toi après ton passage sur la terre? J'ai tout donné. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aujourd'hui pour être témoin, conquérant. En fait, j'ai tout donné. J'ai tout donné. En fait, la plus grosse défaite, ce serait de ne pas avoir assez essayé. Voilà. Donc, ce que je veux qu'on retienne, c'est que lui, il a tout donné. Wow. Ouais, il a tout donné. Alors, où te retrouver, où te contacter, comment se connecter voilà avec ma toi? moitié qui vient d'arriver.
Elle viendra nous saluer. Non, elle n'aime pas la télé. Où se connecter, comment rentrer en contact avec toi, à ma tes page, prochains il y a ma événements. page Facebook avec le petit point bleu, donc avec la certification. Il y a ma chaîne YouTube. Bon, sur ma page Facebook, on a tout, on a le numéro. Le numéro commercial est sur la page Facebook. Sinon, c'est le... voilà, là, je l'ai perdu même. Je crois que c'est le 077 75 44 43, je pense. Voilà, c'est un numéro que j'utilise peu parce que c'est mon manager qui l'a. Ok, ouais. Voilà, donc c'est par ce numéro, par ma page ou par mon mail, franck.baponga@gmail.com. On peut passer par là aussi. Alors, une dernière question, et ça, je promets que tu C'est dois me le la faire. dernière. Cette promesse, et je suis sûr que tu as une idée de ma question. C'est quand le clip de Je t'accepte. Voilà. Ok. Bah, mais le clip, c'est moi qu'on attend. C'est moi qu'on attend. Je voulais juste finir avec la rentrée des classes. Et puis, voilà, m'asseoir parce que je ne peux pas préparer en même temps. Il fallait préparer la rentrée. Je pouvais pas. Moi, j'arrive pas à me dédoubler. Quand je vais rentrer dans mon tournage, je serai à 100% dans mon tournage. Et c'est pour ça, voilà, ma femme joue en 8. Parce que quand je serai dans mon tournage, ma femme va s'occuper de tout le reste. Ouais. Voilà, donc là, il fallait qu'on s'occupe de la rentrée des classes avec les enfants, tout ça. Et je pense que dès que ça va commencer à suiler, je vais me concentrer sur la musique. Ok. Voilà. Bah, c'était un plaisir et un honneur de te recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Super caméraman. Allez, écoutez, avant, n'oubliez surtout pas de vous procurer nos ouvrages pour vous aider à devenir le leader que vous êtes appelé à devenir, le leadership personnel, expliqué à tout le monde dans ce livre. Je parle de 11 étapes qui vous aideront à libérer le leader qui sommeille à l'intérieur de vous. Il est disponible sur Amazon. Et les dangers des relations, tu parles de quoi? Voilà, je parle de relations, je parle de la beauté qu'il y a du fait d'avoir des amis, mais également du danger qu'on peut avoir, des déceptions, des tristesses. Storybox Audio. Storybox Audio.